chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de marques de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Ekroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de ses passions, de son parcours, de son métier et bien sûr, parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Maintenant, poursuivons notre balade gustative en Italie avec la passionnante Alexandra Pierini. Poursuivons sur la note création-créativité. En réalité, comme il faudrait plus d'un podcast pour parler de tous vos fabuleux produits italiens, j'ai décidé de m'arrêter sur les pâtes, bien évidemment, l'huile d'olive et le miel que l'on connaît moins. Alors, démarrons par les pâtes. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait connaître en France la pâte agricole, mais dites-nous un petit peu plus, qu'est-ce que la pâte agricole? Qu'est-ce qu'une pâte agricole? On pourrait aussi l'appeler la pâte fermière, c'est-à-dire la pâte qui est faite par les agriculteurs, que d'abord cultivent la céréale, Oui. qui peut être le blé, mais peut être aussi très bien l'épeautre, le sarrasin, et qui ensuite font leur farine et ensuite fabriquent leurs pâtes. Il y en a de plus en plus en Italie, parce que on fait de plus en plus attention, heureusement, à ce qu'on consomme, le circuit court et surtout les produits bien sourcés. Oui. Ça, c'est vraiment le circuit le plus court qu'on puisse trouver dans ce qui concerne les pâtes. Et c'est un monde quand même qui me fascine. Et il y a certains producteurs comme ça qu'on peut trouver sur nos étagères qui sont assez formidables. Donc, on les accompagne du moment où ils ramassent le blé. Oui. Et ensuite, on va juste sortir la pâte des moules en bronze de leur petite fabrique. Et c'est presque magique d'avoir touché les épis. En fait, si on vous écoute, autant il y a moins de pastiers, mais aujourd'hui, il y a une recrudescence de ces gens qui, en fait, détiennent toute la chaîne, toute la filière. toute la filière du début à la fin. Oui, ce sont des personnes, généralement, si on pense aux personnes avec qui je travaille, ce sont des jeunes qui sont partis de la campagne pour aller étudier. Oui. Et en fait, souvent, ils se sont formés à étudier, essayer d'étudier le monde des céréales et de l'agriculture, comme aussi ils ont fait beaucoup ça dans le monde de la vigne, du vin. Et ils ont compris, en fait, sont revenus à des techniques plus contemporaines qui peuvent aider aussi l'agriculture d'avant. On se fatigue peut-être un petit peu moins avec quelques machines, mais on essaye quand même de bien faire les choses. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on fait maintenant du blé à notre époque, qu'on soit toujours obligé de mettre des pesticides, d'utiliser des produits chimiques. C'est au contraire, c'est avec une agriculture intelligente qu'on arrive aussi à sortir des produits assez exceptionnels et peuvent donner de très bons résultats. Vous avez donc les pâtes Mancini et Guerrieri de la région des Marches et les pâtes de Albacora de Sicile. Y a-t-il des nuances gustatives? Vraiment, c'est vrai que le plus important, parfois, c'est vraiment de faire une dégustation du produit brut tout seul comme ça, juste à la cuisson avec un peu d'huile d'olive. Oui. Moi, j'aime bien un peu changer de pâte. Et après, il y a des formats chez certains qu'on ne retrouve pas chez d'autres. Et ce qu'on peut dire comme ça, au premier abord, les pâtes Albacora de Sicile, eux, ils utilisent, c'est donc toujours ces pâtes, comme on dit, un peu agricoles. Ce sont d'abord des producteurs de blé. Et ils utilisent un blé ancien qui s'appelle le blé Russello, qui est un blé qui n'a
pas été modifiée génétiquement, donc elle semblait assez digeste et surtout qui a un très bon goût, donc qui a aussi des qualités organoleptiques très importantes. La pâte, on dirait qu'elle est un peu plus onctueuse au résultat, alors que celles de Mancini, elles sont plus fermes, un peu plus croquantes. Donc, une peut épouser mieux des sauces un peu plus onctueuses, juteuses, des ragoûts. L'autre, celle de Mancini, un peu plus ferme, un peu plus al dente. Elle a plus de mal à passer à la cuisson, donc plus facile peut-être aussi à cuire. Elle est bien aussi avec une sauce à base de légumes, ou juste un petit filet d'huile d'olive, ou des crevettes, des petites gambas et des épices. Alors, vous me disiez aussi que Portoghese en Toscane et Albacora en Asie, en Sicile, remportait la Palme d'Or auprès de vos fans. Est-ce que vous avez une explication à ce succès? Bon, je pense... Albacora, c'est vrai qu'on les conseille très souvent, mais pas plus que les autres, mais comme c'est une découverte assez récente, et on est vraiment emballé par le résultat, on les conseille très souvent. Et Portoghese, ce sont des pâtes faciles. Et ils ont aussi des formats que les gens adorent. Et ce sont des formats, ils ont beaucoup de formats longs comme spaghetti, spaghettini, cappellini, linguine. Et le Français adore ces formats longs de pâtes comme ça. Ils sont assez familiers pour lui. Je pense que c'est ça. Ils ont un packaging assez excellent avec les paquets de différentes couleurs, assez modernes. En noir et blanc. Oui. Oui, selon le format des pâtes, ils ont une couleur différente de paquets. Je trouve que visuellement, c'est un peu ça aussi. La raison. C'est paradoxal quand même parce que les pâtes portugaises de Toscane, ce sont celles qui sont les moins chères et les pâtes Albacora de Sicile, ce sont les plus chères. Donc, c'est quand même les deux qu'on vend le plus. Donc, ce n'est pas une raison financière. Non. Alors, le Français, si je vous écoute, est plus porté sur la pâte longue que la pâte courte. Ce qu'on vend le plus, je dirais plus ce que le Français nous demande. Parce qu'après, souvent, surtout quand on connaît les personnes, on leur demande quelle sauce ils préparent. Pour essayer aussi d'éduquer un petit peu, de leur faire changer. Et de leur faire découvrir autre chose. Découvrir autre chose. Et ce sont spaghetti, linguine et penne. Tagliatelle aussi, fusilli un petit peu, mais spaghetti, linguine et penne rigate, sont quand même les trois formats. Les best-sellers. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils achètent Pasta Allegra, parce qu'on en découvre avec des noms, moi, qui m'étaient totalement inconnus. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Parce que c'est des formes. Et j'ai presque envie de dire peut-être que dans vos recettes que l'on va découvrir et dans lesquelles on peut justement mettre des beaux accompagnements, des belles farces. Oui, la pâte peut être un plat, un premier plat en Italie, on l'appelle comme ça, assez exceptionnel, qui peut être servi aussi dans des dîners très importants. On peut la sublimer de plein de façons et on peut faire des sauces ultra simples et excellentes et des sauces aussi très élaborées et aussi excellentes. Les pâtes Durante en Ombrie, c'est le petit dernier de chez Rapp Épicerie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le répertorier? Ça, c'est au premier abord, et c'est très rare chez moi, ça a été la présentation, le packaging. Et ça m'a interpellée tout de suite quand je les ai vus en Italie. Je les ai découvertes dans une épicerie à Naples. Donc pourtant, c'est des pâtes d'une autre région d'Ombrie. Le packaging, la boîte, elle est très jolie et ça fait ça fait une céramique, un carrelage un peu ancien de différentes couleurs. Et donc déjà ça, dans un premier abord, j'ai été interpellée, j'ai acheté un paquet, je les ai goûtés, je les ai trouvés excellents. Et après, c'est là que j'ai creusé, donc je les ai contactés. Effectivement, ce paquet, ça s'appelle déjà le Pastificio Durante parce que c'était le nom du village où il y a la fabrique de pâtes qui s'appelait Castello Durante, qui ne s'appelle plus comme ça, qui était le nom qui était avant. Maintenant, ça a été rebaptisé à Urbania. Et donc, ils ont voulu rendre hommage au nom du village ancien. Et donc, c'est un village de carreleurs
et de céramistes. D'accord. Donc, c'est pour ça que sur le paquet rappelle en fait C'est un un peu clin la d'œil à céramique l'histoire ancienne, à l'histoire. Uh-huh. Et toutes ces couleurs magnifiques aussi qu'on retrouve dans les tableaux de Piero della Francesca, qui a surtout dessiné, surtout peint, les paysages de la région. Donc, il y avait ce côté un petit peu artistique auquel je suis très sensible, qui m'a donné envie. Et puis, effectivement, ce sont vraiment des pâtes très bonnes. Ils n'utilisent que du blé donc de la région locale. Elles ont une très belle tenue de cuisson. Elles sont très rugueuses. Elles ont une belle couleur. Les formats sont très jolis. Donc, elles ont tout pour elles. Tout à l'heure, vous nous avez effectivement parlé de l'importance du blé, de l'eau, mais il y a aussi le moule en bronze et le séchage dans la fabrication. Absolument. Alors, le moule en bronze, donc les pâtes qu'on a utilisées avec Sonia dans l'autre livre, les pâtes Garofalo, ce sont des pâtes faites avec un moule en bronze et ça fait partie de la tradition des pâtes IGP de Gragnano. Ce sont des moules déjà très lourds et très très chers. Et le bronze confère à la pâte cette rugosité caractéristique de la pâte artisanale qui permet donc d'être une pâte sur laquelle la sauce adhère davantage. Donc elle reste un petit peu poreuse, elle prend la sauce pour qu'elle s'accroche. Et donc c'est indispensable. Et il faut dire que par contre, en industrie, on utilise des moules en téflon généralement, qui sont beaucoup moins chers, plus faciles à stocker, plus faciles à préparer. Mais les moules en bronze des machines de Garofalo, je peux vous dire que pour les transporter, pour les changer sur les machines, on est obligé d'avoir des machines exprès pour les transporter. Ça, en diamètre d'environ 1 mètre au moins, on dirait une sculpture en bronze, en fait, avec tous ces trous, avec tous les formats de pâte. C'est très, très beau à voir. Mais quand on y pense, je ne suis pas étonnée, parce que nos grands-mères cuisinaient avec des casseroles en cuivre, des moules en cuivre, et c'est vrai que ça donnait des choses merveilleuses, donc c'est assez logique quand on y pense un peu plus. Continuons avec l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'une bonne huile d'olive pour vous ? Quelles sont ses caractéristiques ? Alors, l'huile d'olive, c'est un de mes produits préférés. Déjà, c'est un produit très olfactif. C'est quelque chose qui sent bon. C'est un produit magique. Dans une seule huile d'olive, on peut trouver l'odeur, le parfum, les nuances de la noisette, de la pomme, de l'artichaut, du sous-bois, des feuilles, un tas du poivron. Oui, c'est énormément de facettes. Énormément de facettes. Donc, c'est un produit extrêmement complexe. Et selon les cultivars et selon les endroits et les olives qu'on utilise et les assemblages, ça donne vie à des produits spectaculaires. Donc, c'est que j'adore utiliser en cuisine. Et j'aime beaucoup avoir différentes huiles d'olive pour pouvoir les associer à différents plats. D'accord. Mais pour vous, la bonne huile d'olive, quelles sont les caractéristiques qu'il faut... Alors, l'huile d'olive, c'est un autre monde qu'il faudrait pouvoir explorer à fond. Chacun de nous devrait avoir la possibilité de le faire. Bon, ce n'est pas toujours évident. Déjà, moi, je préfère les huiles d'olive monocultivar, c'est-à-dire les huiles d'olive produites par une seule olive locale. Donc, en Italie, il en existe plus de 600 variétés autochtones. Alors, quelle est... Outre celle que vous avez parlé tout à l'heure, quelles sont vos autres préférées ? Voilà, c'est l'oliva taggiasca qui est l'olive de ma région, que c'est plutôt un fruité avec une note un peu d'amande, un fruité assez délicat et léger. Mais j'adore les huiles d'olive siciliennes qui proviennent de l'huile d'olive, soit la tonda iblea, qui est cultivée dans la région de Ragusa, Chiaramonte Gulfi, excellente, et l'oliva nocellara de l'Etna. Alors la sicilienne, elle est la plus... Très fruitée, c'est l'olive du soleil, très marquée, parfois un petit peu ardente, très présente. Quand vous dites fruitée, on peut nommer un fruit ou pas forcément ? C'est un mélange ? C'est différents fruits, ça dépend si c'est un fruité léger, moyen, intense. Généralement, on parle toujours d'un fruité un peu prononcé, d'odeur d'herbes fraîches, de goût d'herbes coupées, d'artichauts
Souvent, ce sont un peu les notes qu'on détermine, mais l'huile d'olive, c'est là aussi où le côté olfactif est très important parce que le rétronasal est très important. Donc, ce qui va rester une fois qu'on a pu boire de l'huile d'olive, c'est ce goût qui revient et toutes les notes qui l'accompagnent et qui ne sont pas forcément les notes gustatives qu'on a eues au premier abord. Après, j'aime aussi l'huile de Toscane, quand même, avec son amertume typique et son piquant, son ardence très vive. Alors, je vous ai interrompu, mais vous parliez celle de l'Etna. La Nocellara de l'Etna, ça aussi, c'est un fruité. Ce sont des olives de cette variété qui, quand c'est cultivé sur l'Etna, ça, c'est un terroir très typique. Et l'Etna, tout ce qui pousse sur le volcan, a un caractère, a une identité bien spécifique. Il y a toujours une note un peu de salinité, de minéralité assez importante. Ça a une présence et une longueur en bouche très présente. Donc, ce sont des huiles d'olive qu'on ne met pas partout. C'est assez protagoniste, donc il faudra faire attention. Moi, j'adore l'huile d'olive avec le pain. Ça, c'est quelque chose, je pourrais peut-être manger aussi que ça. Presque, voilà. C'est une compagne dans la cuisine inséparable. D'accord. Et donc, vous parlez de monoculture, mais il y a aussi les assemblages. Quels sont les assemblages auxquels vous êtes sensible ? J'adore, et ça parce que aussi je connais bien une productrice en Italie qui s'appelle Marina Gioacchini, qui fait une huile d'olive délicieuse, et elle a aussi bien un monocultivar qui est unico, qui fait avec de l'olive qui s'appelle frantoio, typique de Toscane mais aussi du nord du Latium. C'est justement à Toscane, là où il y a son exploitation. Mais elle fait aussi un assemblage avec Frantoio, Moraiolo et Lecchino, qui sont les 3 olives typiques justement de cette région. Et quand on arrive bien à les doser, il y a tout. Le fruité, la rondeur du Lecchino et l'amertume de la Moraiolo. Ça, j'aime bien. Elle, c'est une personne que j'aime beaucoup et j'adore ses huiles d'olive. En fait, je crois que vous avez 40 producteurs d'huile d'olive différents. Quels sont ceux qui, auprès des Français, et pas que des Français, parce que vous avez sûrement les Italiens qui habitent à Paris, remportent le plus de succès? Marina, dont je parle, c'est l'une d'elles. L'huile d'olive, c'est Lea Mantine. C'est un lieu magnifique où je vais assez souvent. Et donc, les autres, c'est les producteurs en Sicile. C'est le Frantoio Cutrera. Ensuite, il y a aussi l'huile d'olive de Toscane de Paolo Marchionni, qui est un producteur de vin. Et j'adore vraiment les huiles d'olive produites par les vignerons. Je trouve qu'en général, c'est surtout des artisans vignerons et ils soignent aussi bien leurs raisins, leurs vignes que leurs olives. Et souvent, ils font de très, très bons produits. Et là, ce sont des monocultivars. Oui. Ça aussi. Et puis, il y a d'autres... j'aime beaucoup l'huile d'olive aussi d'un autre producteur de vin, mais qui est aussi un agriculteur et produit aussi des tomates, qui est Piano Grillo. Et là, c'est l'olive à Tonda Iblea, à Ragusa, à Chiaramonte Gulfi. C'est un domaine extraordinaire et cette huile, elle est vraiment exceptionnelle. Zottopera aussi en Sicile. Et puis, j'aime une huile de Toscane particulièrement. Et la personne a le même nom de famille que moi. Et peut-être que nous ne sommes pas de la même famille, mais sûrement on doit avoir des ancêtres en commun, que c'est celle de Giacomo Pierini. Ça, c'est une huile qui a gagné aussi beaucoup de prix en Italie, très, très rare, et qui est aussi assez exceptionnelle et qui vient de rentrer dans le catalogue des huiles d'olive Slow Food. Donc, qui sont reconnus par ce mouvement, par cette association qui soutient non seulement un savoir-faire, mais aussi des traditions et des produits assez rares. Alors, quelles sont en fait les nuances de goût en ce qui concerne l'huile d'olive entre les Français et les Italiens ?
Alors, les Italiens aiment les huiles d'olive très marquées, fortes, piquantes, ardentes. Le Français préfère, en général, préfère l'huile d'olive ronde, les fruités un peu plus mûrs, même d'olive noire. Maintenant, on appelle ça le goût à l'ancienne. On ne donne plus la nuance de fruité. Enfin, que j'aime aussi, plus dans le confit, dans l'arrondi, comme certains fruités mûrs de Provence, qui sont délicieux. Et c'est une huile d'olive que moi, j'utilise en pâtisserie, par exemple. Et c'est vrai que le Français aime l'huile d'olive plus délicate, moins exubérante. Donc, nous, on fait très souvent, surtout au moment de la nouvelle récolte, au moment de l'huile nouvelle, on fait beaucoup de dégustations à l'épicerie avec les producteurs, de façon que les personnes puissent la goûter, puissent choisir ce qui leur convient le mieux. Parce qu'en fait, puis découvrir, parce que c'est une question aussi d'aller s'aventurer sur des terrains un peu moins connus. C'est un peu comme un parfum, ça, il faut vraiment le sentir, le goûter et après l'adopter vraiment pour son utilisation personnelle. Oui, puis je pense prendre du temps, parce que quand vous parlez de rétro-olfaction, il faut vraiment se laisser découvrir tout ce que le produit a à nous dire. Et c'est souvent... Parce que si on n'est pas dans un certain état d'esprit, je trouve qu'on peut passer à côté de choses. Absolument. On n'a pas l'habitude d'utiliser plusieurs huiles d'olive, de l'utiliser aussi vraiment comme quelque chose qui va relever le plat. Et surtout qu'on utilise un peu comme un ingrédient, surtout qui peut être vraiment un des ingrédients principaux d'une préparation et d'une recette. Et c'est pour ça l'important, c'est d'avoir différentes huiles dans la maison pour différents plats, comme on pourrait avoir, comme on utilise différentes épices. Donc, mais ça viendra, ça commence un petit peu. Il y a beaucoup d'élaïologues qui sont tous les nés d'huile d'olive. Maintenant, on commence à en entendre parler. Et juste le fait aussi que les médias en parlent, que vous en parliez, que nous en parlions nous aujourd'hui, ça va faire tilt un peu, ça va parler aux gens et les curieux vont s'y mettre, j'en suis certaine. Mais d'ailleurs, en y pensant, est-ce que dans une des recettes, vous pouvez avoir une huile que vous mettez au départ pour démarrer le plat, et puis une où vous allez mettre en fin de cuisson comme une trace? Absolument, absolument. On peut démarrer une préparation avec une bonne huile d'olive. Parce que ce que je n'aime pas, c'est quand on dit je veux une huile d'olive, mais c'est pas très important qu'elle soit bonne parce que c'est pour faire cuire. Bon, une mauvaise huile d'olive ne sera pas meilleure à la cuisson. Pourquoi mettre une mauvaise huile d'olive ou pas très bonne Donc, peut-être qu'il faudrait utiliser un autre vocabulaire, dire peut-être une huile d'olive moins présente, mais de très bonne qualité. En plus, il faut vraiment utiliser l'huile d'olive dans les préparations, les cuissons, parce qu'elle a un point de fumée très, très haut. Donc, on peut la faire chauffer plus facilement que d'autres matières grasses. Comme le beurre, par exemple. Tout à fait, qui noircit très vite. Et après, en fin de cuisson, s'amuser à mettre un trait d'huile d'olive fraîche, ou la même aussi, qui n'a pas cuit, qui va être plus fraîche, ou alors la relever avec En fait, il faut s'amuser avec cette huile d'olive. Ah oui, non, mais c'est tout un monde à découvrir encore. Et ces élaïologues dont vous parlez, aujourd'hui, ils sont plus italiens, plus français ou d'autres pays? Il y en a beaucoup en Italie, il y en a beaucoup en Grèce, parce que l'huile d'olive grecque, elle est vraiment exceptionnelle. Et en France, ça commence à venir, ça s'intéresse. Il y a une très belle manifestation qui a lieu à Paris depuis peut-être 3-4 ans maintenant. C'est Emmanuel Deschelette qui s'en occupe, et c'est Olio Nuovo Day. Ça a lieu chaque année maintenant au mois de janvier-février. Et c'est donc pour mettre un petit peu en avant l'huile nouvelle. Donc, olio nuovo en italien, ça veut dire huile nouvelle. Et ça vient un peu d'une découverte d'Emmanuel de l'huile nouvelle en Italie, qu'elle ne connaissait pas il y a quelques années.
Et c'est à ce moment-là elle organise des parcours dans des restaurants ou dans des épiceries, dans des bars. Enfin, l'utilisation de l'huile d'olive est très ouverte et très accessible, de façon qu'on puisse faire des jolis mariages et on puisse faire aussi des découvertes, surtout avec des huiles d'olive extraordinaires, même du Japon, des États-Unis, africaines. Et ça se passe à Paris. Et ça se passe à Paris, ça s'appelle Olio Nuovo Day. D'accord, on en reparlera. Oui. Donc, vous m'avez donc appris, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 600 variétés d'olives autochtones en Italie. Donc, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à se faire avec l'huile d'olive italienne. Qu'en pensez-vous ? Bon, il y a des grosses productions d'huile d'olive qui sont concentrées surtout dans les Pouilles, mais aussi en Sicile, en Calabre. C'est comme tout. Il faut essayer de se documenter, il faut essayer aussi de faire confiance à nos commerçants, aux épiciers, surtout ceux qui font bien leur métier, qui se rendent souvent sur place et qui se documentent. L'huile d'olive italienne des producteurs et des artisans, elle est florissante. Il y a beaucoup de produits. C'est sûr que dans les industries, là où on peut malheureusement se payer beaucoup de choses et des savoir-faire, des technologies qui sont loin un petit peu de savoir-faire artisanal, il faut quand même un tout petit peu se méfier. Il faut surtout, dans l'huile d'olive, se méfier du prix. Oui. Ça ne peut pas être pas cher. La récolte des huiles d'olive, ça se passe très souvent manuellement. Des olives, pardon, ça se passe souvent manuellement. C'est quelque chose qui est fait, l'huile, il faut le faire dans les 24 heures. Il faut que ça soit fait dans des très bonnes conditions, surtout de température, de stockage. Donc, il faut arrêter d'acheter de l'huile d'olive à bon marché. Vraiment, ça n'existe pas. Bon, il faut bien faire attention, lire les étiquettes, la provenance. Plus il y a de renseignements sur une étiquette, sur une huile d'olive, sur une bouteille, mieux c'est. Écoutez, c'est bon à savoir. Si Alexandra vous a mis l'eau à la bouche, eh bien, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour continuer cette conversation passionnante et vous dévoiler d'autres secrets de la cuisine italienne.